Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de Débat 973, le tout nouveau rendez-vous de la rédaction de Guyane La Première, un espace donc de débat et d'échange autour des faits d'actualité qui ont marqué la Guyane durant ces dernières semaines. Et pour cette première, nous accueillons la porte-parole des collectifs Trop Violence et des 500 Frères contre la délinquance, Ivanoua. Bonsoir madame. Bonsoir. Et présent aussi sur le plateau, Ernest Prévost. Vous êtes donc, vous, le président des moyennes et petites industries de Guyane. Bonsoir, monsieur Prévost. Bonsoir. Et juste à vos côtés, Gamal Ozenbuck, secrétaire territorial du parti Les Républicains. Bonsoir, monsieur Ozenbuck. Bonsoir, monsieur Merlin. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, nous allons tout de suite planter le décor, car 973 débat donne et doit donner la possibilité aux citoyens guyanais de nous en dire un peu plus sur l'actualité donc, des semaines écoulées. Nous les écoutons et on en débat juste après. Les faits qui m'ont le plus marqué ces derniers temps, là, c'est la vie chère. La vie chère, le combat contre la vie chère, le combat que quelques associations, que je ne vais pas citer, que tout le monde connaît, prend contre la vie chère parce que c'est quelque part une violence aussi. Quelque part une violence quand on traverse l'Atlantique. Pour le même prix de 4 yaourts, on en a 24 là-bas, à la limite. Il faut avoir un camion pour les transporter. C'est surtout la grève de l'ARS. Et quand ça ne va pas de ce côté-là, forcément, ça entraîne des répercussions sur la gestion même de l'hôpital, qui est déjà en difficulté. Au lendemain d'un week-end, qui a été plus ou moins plutôt tragique, je dirais. Donc il y a déjà ça, les accidents. Il faudrait déjà que les gens prennent conscience de tout ça de mort qu'il y a sur la route et puis essayer aussi d'évoluer un petit peu. Les morts par coup de feu, que ce soit des balles perdues, que ce soit des coups de feu volontaires dirigés, les morts, donc la jeunesse qui est en train de s'entretuer, ça c'est mon gros coup de chagrin. Depuis la rentrée, ça fait à peine un mois et demi, il y a beaucoup de soucis au niveau des lycées, donc il faudrait que tout ça s'améliore. Pourquoi on ait autant de problèmes de violence aux abords des écoles et que fait l'État? Pourquoi l'État... en fait, si les gens font un droit de retrait, c'est parce que l'État s'est désengagé, en tous les cas pour ce qui concerne la Guyane. Le lycée Anne-Marie Javoué, plus d'une fois, ils ont remonté ce problème-là et on a l'impression que ça est un statu quo. On remonte les problèmes, mais c'est bloqué. Et donc c'est quand même dommage que nos jeunes n'ont pas une disponibilité tranquille pour bien étudier, pour bien travailler. Et là, c'est quand même dommage. Et les parents souffrent aussi. Des réactions recueillies par Abel Parnasse et Éric Léon. Alors, messieurs et dames, que vous inspirent ces réactions de citoyens que nous venons d'entendre? Monsieur Prévost. Politesse à Madame Gouard, belle femme. C'est beaucoup de violence, en fait. C'est un peu... Bon, moi, je représente Trop Violence. Donc, Trop Violence s'est créé justement pour essayer d'assister, d'accompagner les victimes de violences. Et le dernier fait, les violences aux abords des établissements scolaires, je comprends le message de ce monsieur, je comprends la détresse, parce que, pour information, enfin, il y a des associations qui proposent des projets à l'État. On a vu les frères de la Crique, à ce moment-là, les 500 frères contre la délinquance ont proposé aussi un projet de sécurisation aux abords des établissements scolaires, 2018. Et vous vous dites que vos messages ne passent pas? Non, c'est pas une volonté de l'État de résoudre ces problèmes-là, ou en tout cas de les résoudre à sa façon. Donc, système D, miettes, enfin voilà quoi. Donc, maintenant, effectivement, c'est comme pour les mules, hein, vous savez, on intervient sur les sensibilisations. Maintenant, on travaille avec les Guyanais. On travaille avec les élus, on met les élus face à leurs responsabilités. Et pour les violences aux abords des établissements scolaires, on est en rapport direct avec les directeurs et chefs d'établissement. Monsieur Ernest Prévost.
Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, la violence, elle n'est pas nouvelle. Hein. Moi, je me souviens, étant dans les environs de Cayenne, pourtant au centre-ville, hein, je me rappelle de ce qu'on appelait à l'époque l'école Petit-Collège. On avait toujours des combats entre l'école Petit-Collège et l'école des Sœurs, ou même le lycée à l'époque, qui était le lycée Non. Bon, ça existait, mais les violences n'étaient pas les mêmes, quoi. Ça se réglait, je dirais, aux mains. Voilà. Maintenant, c'est vrai que... Alors pourquoi ? Je pense que il y a un peu trop de lenteur administrative. Quand il y a des faits qui sont graves, c'est vrai qu'il y a des procédures à respecter. Et ça, je crois qu'il devrait pouvoir avoir des mesures plus rapides pour pouvoir essayer d'arrêter tout ça. Si cela n'est pas fait, je crois que ça se poursuivra. Après, si on veut parler des accidents de la route, c'est vrai que... on est dans un contexte difficile. Il y a eu 2 morts ce week-end. Hein, oui, tout à fait. Mais moi qui fais la route très régulièrement, puisque j'ai mon entreprise qui est à Saint-Laurent, croyez-moi, respecter 80 km depuis Cayenne, celui qui dit qu'il respecte, c'est un leurre. Je crois qu'il faut être intelligent à se dire, là où il y a de la circulation, il faut lever le pied. Puisqu'il y a des zones, à partir de ce sabbat, où vous pouvez rouler, sauf que vous êtes tout seul, et si vous faites l'imbécile, les secours ne seront pas là. Parce qu'il n'y a aucun moyen de... Oui, M. Zenbux. Par contre, toujours sur l'insécurité, j'aimerais dire une chose. C'est vrai que souvent on parle du désengagement de l'État. Mais il y a une réalité aussi. Il faut comprendre que nous sommes en Amérique du Sud et que la violence que nous observons sur notre territoire est une violence qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, nous avons des outils juridiques qui ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés pourquoi ? Parce que même les Sud-Américains ne savent pas faire avec cette violence. Vous prenez juste un exemple très simple. Lorsque vous regardez l'indice de la criminalité en Amérique du Sud, le Brésil, 7e pays le plus violent au monde. Le Venezuela, on est le 1er pays le plus violent au monde. Tous ces pays, en l'occurrence avec le Brésil, on partage une frontière avec ce genre de territoire. Nous avons, avec le Brésil, nous avons aussi une immigration. Nous refusons de relever certains défis migratoires. Il y a une situation de cause à effet avec l'immigration, selon vous ? Je pense qu'effectivement, il y a effectivement une situation migratoire qui crée une situation où nous avons des populations qui arrivent sur notre territoire et ces populations effectivement sud-américaines, comme je vous l'ai dit, il y a des indices de la criminalité qui démontrent que la criminalité est beaucoup plus importante dans ces territoires-là. Ils viennent avec des comportements, effectivement une culture, et à partir de ce moment donné, on observe des choses qu'on n'observait pas il y a 30 ans. Tous les anciens vous diront qu'il y a 30 ans, ces choses n'existaient pas forcément, elles existaient, mais elles étaient bon enfant, comme le dit M. Prévost. Et aujourd'hui, nous avons une criminalité qui, elle, est très violente, où dans certains endroits, directement, on arrive dans des situations où, à l'arme blanche, on règle ça aux armes à feu et autres. Et à trop violence, c'est l'analyse que vous faites aussi, Madame Ogwa ? Nous, par rapport à ce constat fait par M. Zenbux. On est d'accord, c'est-à-dire que oui, ok, on est un continent sud-américain, ça, il n'y a pas de nouveauté, mais derrière, il faut bien comprendre la relation et les effets et aussi, on va dire, les méthodes, les agissements de l'État. Aujourd'hui, ceux dont on parle, par exemple Anne-Marie Javoué, c'est un jeune qui est identifié, qui braque, qui est connu, tout le monde sait où il habite, même nous, donc, et qui derrière, on n'a pas réglé le problème, le plus qui est mineur. Donc c'est aussi, à un moment donné, une non-volonté. Parce que oui, ok, on est sud-américain, mais c'est pas nouveau. L'État, quand ils ont pris la Guyane, ils savaient où c'était positionné, ils savaient ce qu'on était. Donc derrière, c'est aussi la façon de régler le problème qui n'est pas correcte. Anne-Marie Javoué, je vous dis, en plus après, quand ils ont fini par, du coup, prendre en charge la victime, on la met en situation, police nationale de Cayenne, et qu'on n'en veut à personne, hein, mais on va chercher un jeune mineur et on l'emmène face au délinquant, on lui dit c'est lui, c'est bien lui. Le jeune, il n'a même pas ses parents, il va jamais dénoncer l'individu en question. Donc ce sont aussi, et je voulais juste dire par rapport à la route, il y a effectivement la réglementation. Donc là, je pense qu'on est d'accord. C'est ce prochain sujet, il faudrait aller vers le projet Guyane d'évolution statutaire. Donc en gros, les routes sont accidentogènes ici ? Mais elles sont accidentogènes, elles sont pas conformes, elles sont dangereuses. Saint-Laurent, il faut avoir du courage pour rouler la nuit. Non, pour revenir sur la sécurité et notre méthode de gérer tout ça. Vous savez, comme je dis souvent à nos compatriotes, on dit un désengagement de l'État. Mais le désengagement de l'État, il est dans l'Hexagone, il est en Guyane, il est partout où, effectivement, on a un monde rural. Quand vous allez sur les étals des librairies dans l'Hexagone... Est-ce que le problème n'est pas plus crucial en Guyane ? Il est plus crucial ici parce qu'il y avait déjà un retard structurel. C'est ça la réalité. Donc nous, en plus d'avoir un désengagement qu'on réserve la plupart du temps au monde rural, nous, il est accentué chez nous parce qu'il y avait déjà un déficit structurel.
Mais la réalité, c'est que lorsque vous allez dans l'Hexagone aujourd'hui, que vous allez sur les étals des supermarchés, vous allez dans le rayon librairie, il y a 10 000 livres qui parlent d'insécurité, qui sont ingérables. Il y a un livre très intéressant de M. Xavier Bébin qui explique qu'aujourd'hui, la justice française crée l'insécurité. C'est-à-dire qu'on a un système judiciaire qui n'est pas adapté. Il n'est pas adapté autant dans l'Hexagone, dans les provinces, comme il n'est pas adapté en Guyane. Donc c'est pour ça que souvent, on a tendance à dire que Paris nous réserve un sort très particulier, ça prouve le mépris de Paris à notre égard, et qu'à ce titre, il nous voit comme des sous-citoyens. Mais c'est vrai, je vais vous dire un truc, Paris voit tous les provinciaux, tous les ruraux comme des citoyens. C'est pour ça qu'on parle d'une France à deux vitesses. C'est pas quelque chose qui est réservé à la Guyane. Et effectivement, un système jacobin qui reste encore présent. Il est plus criant dans notre territoire parce qu'il y a un retard structurel. Là est la réalité. Monsieur Prévost. Ce que je voudrais ajouter effectivement sur la violence, mais je crois qu'il ne faut pas stigmatiser, dire que ce sont que notre environnement qui est sud-américain qui fait qu'il y avait de la violence. Ça existe, mais on se rend compte dans les faits, à part quelques cas, c'est pas que de la violence qui vient de nos voisins. Oui, voilà. Elle est souvent locale chez les jeunes, qui, issus peut-être de l'immigration, sont livrés à eux-mêmes. Oui. Souvent, il y a un désengagement des parents. Ils utilisent le système social pour pouvoir bénéficier des avantages, et derrière, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ça, effectivement, ça mérite un encadrement. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, la violence existera toujours. Bien sûr. Et je suis bien plus d'accord avec le terme inadapté que désengagement. Je ne sais pas de qui on parle quand on parle des engagements. Inadapté. Totalement. Parce que derrière, inadapté à nos situations, inadapté au fait que 50% de la population a moins de 25 ans en Guyane. Et du coup, tous les jeunes, 450 jeunes qui ne sont pas scolarisés cette année, en Guyane, à Cayenne, je veux dire, Cayenne seulement, 450 jeunes. Alors, deux faits d'actualité, non des moindres, ont retenu aussi notre attention ces derniers jours, avec ces cases de fortune en feu dans le quartier de la Matine. On verra les images dans quelques instants. Leur destruction s'est déroulée les 24 et 25 septembre dernier, et le temps est même monté entre certains squatteurs et les forces de l'ordre. Donc c'était le 25 septembre dernier à la Matine, dans un quartier donc de Cayenne. Autre lieu, mais cette fois-ci à Matoury, à la Cotonnière, 60 maisons construites illégalement ont été détruites. La zone présentait également, selon donc la mairie, un risque de glissement de terrain. Alors, quels enseignements tirez-vous de ces expulsions et autres destructions de squats? Inadaptation, enfin, c'est mal géré. Enfin, nous, les 500 frères et Trop Violence, on a reçu aussi bien, d'abord, il est Malouin, parce que effectivement, ils nous ont alertés sur le fait que les squatteurs venaient récupérer des terrains juste derrière. Du quartier de la Matine. Hein? Voilà, la Matine. Oui. Et donc, il est Malouin, c'est Texas, et c'est juste derrière. Donc, une fois qu'ils ont eu l'avis d'expulsion au niveau de la Matine, des personnes se sont reportées sur les terrains libres aux alentours. Donc, on a rencontré aussi bien les habitants des alentours et aussi des personnes de la Matine. La Matine, c'est un squat qui a juste 40 ans, quoi. C'est un squat qui a juste 40 ans. Donc, à un moment donné, on ne traite pas un squat qui a 40 ans comme un squat qui a 5 jours, 2 jours, 3 jours. Et c'est une aberration d'avoir vu comment ça a été géré. Nous, on a dû intervenir aussi dans le centre-ville. Hein. Les squatteurs, ils sont venus dans une maison où il y avait des locataires qui n'avaient toujours pas pris possession de la maison, mais il y avait du monde. Donc, derrière, on n'a pas géré correctement. C'est deux solutions, comme on disait à la préfecture, on a été les voir. C'est soit la personne part, elle n'a pas de titre, donc elle part, soit elle doit être relogée. Il y a personne. Mais pourtant, qui il y a des services sociaux qui sont mis en place. La mairie de Cayenne. À la Matine, on a rencontré les personnes, beaucoup de personnes qui pourtant avaient des papiers et tout ça, n'étaient pas prises en charge. Donc nous, et ça se voit et ça s'est vu. Monsieur Prévost. Je voudrais rajouter, en fait, si vous voulez, moi, pour les choses que j'ai vécues, je me souviens, il y a une quarantaine d'années, en plein Cayenne, où se trouve actuellement le lotissement des Ibis, qui a le parcours, tout ça, on a eu sur une propriété familiale, après le décès de mon père, plus d'une centaine de maisons installées. Bon, là encore, pourquoi? Parce qu'on a laissé faire, on n'a pas surveillé, c'est vrai, et ça a pris 10 ans pour pouvoir avoir comment dirais-je, l'expulsion. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre n'ont pas été données à l'huissier pour pouvoir exécuter. Donc ça a pris du temps. Et j'ai vécu une expérience cette année, quand je me suis retrouvé à Saint-Laurent-du-Maroni, en 24 heures, j'ai eu plus de 600 personnes qui ont voulu squatter 100 hectares de canne à sucre que j'avais mis en jachère. Et là encore, il a fallu forcer un petit peu les principes parce que la préfecture s'est engagée, le président de la collectivité, la mairie de Saint-Laurent, le commandant de gendarmerie a évité que les gens ne construisent et
à démolir tout ce qui pourrait être fait. Autrement, si ça avait été construit en 24 heures, il n'était plus possible de faire. Il fallait attendre dans une procédure. Donc la réaction a été immédiate et ça a permis dans les 24 heures de dégager tout le monde. Donc c'est pour ça que quand on est propriétaire d'un foncier, il faut que soit ce soit les communes d'activité et des brigades qui surveillent parce que le fait de manque de logement, tout terrain est possible d'être squatté. On a vu à la Matine quand on a évacué tout ce monde, mais vous allez voir à la rue Ernesto Prévost, il y a un bâtiment qui était abandonné, il a été squatté. Donc le problème est déplacé systématiquement. Tout à fait. Déplacé. Oui, M. Senbux. Non, je veux dire que, vous savez, sur le problème de l'habitation insalubre et les squats et autres, il faut avoir un discours de vérité et dire que nous avons un souci. Enfin, il est intimement lié avec l'immigration. Ça veut dire que lorsque dans votre territoire, vous accueillez 30 000 personnes... On rappelle que vous êtes secrétaire territorial des Républicains. Oui, non, mais c'est important de le dire parce que souvent, on a tendance à croire que les problèmes sont arrivés comme ça. Les problèmes sont arrivés parce que nous accueillons un peu trop de personnes et nous ne savons pas construire pour toutes les personnes qui arrivent sur ce territoire. Actuellement, nous avons 15 000 logements manquants sur les territoires. Il y a 15 000 demandes qui ne sont pas satisfaites. Si aujourd'hui, pourquoi ce problème il est insoluble ? Il est insoluble pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui viennent sur notre territoire, qui s'installent, qui prennent des terrains. Vous faites quoi ? Vous dites, il faut se comporter de façon très humaine et très de droit de l'homiste. Donc, à ce moment donné, on les reloge. Si on les reloge, ça fait appel d'air. Ça veut dire que tous nos voisins sauront que vous pouvez arriver dans notre territoire, vous allez bénéficier de la CMU et vous allez bénéficier d'un relogement. Et il y a actuellement des personnes qui sont caissières certainement dans nos grandes surfaces, qui sont des populations en situation de fragilité, qui sont des Guyanais et qui, eux, ne bénéficient pas des logements, qui, eux, font partie des 15 000 personnes qui sont en attente. Et ceux-là, on va les reloger. Alors c'est pour ça que je dis, il y a un moment donné, il faut pointer du doigt où est le souci. Est-ce que notre territoire peut se structurer aussi rapidement qu'il accueille ? Est-ce qu'il peut se structurer aussi rapidement qu'il se développe en population qui grandit chaque année dû aux naissances et autres. Et tous ces problèmes-là sont des problèmes structurés dus au fait qu'on n'arrive pas à remplir, comme on appelle... Oui, vous faites le même constat que M. Prévost et Mme Goua, que M. Senbux ? Mon seul bémol, c'est quel rôle a l'État dans tout ça, quoi. Mon seul bémol, c'est encore quel rôle joue l'État dans tout ça. Si l'immigration n'est pas contrôlée, excusez-nous, c'est pas du fait des propriétaires, c'est pas du fait des Guyanais. Mais totalement. Et donc derrière, à un moment donné, on a vécu là, au mois de juillet-août, 2 mois où on a laissé ouvert les barrages fixes là, pour ou contre. C'est pas un débat, mais c'était quand même sur quelque chose. Sur et la piste de Bénison, sur la route de l'Est. 2 mois où armes, drogue, personne rentrait. Déjà que on connaît les chemins parallèles où ils rentrent. Donc 2 mois où volontairement. La préfecture, personne d'autre, a décidé... Moi, j'aurais juste un petit bémol. C'est vrai qu'il y a l'immigration qui est effectivement constante. Et ça, effectivement, faut trouver une solution à l'éradiquer. Mais il y a quand même aussi cette population qui grandit, qui est issue de familles nombreuses et qui, eux aussi, cherchent à sortir de la cellule familiale. Et qu'est-ce qu'ils font ? Là où ils peuvent aller, ils vont squatter aussi pour pouvoir s'installer. Ce n'est pas uniquement les arrivants de l'immigration. Il y a aussi ceux qui se trouvent déjà dans le pays, qui grandissent et qui veulent sortir du foyer familial et avoir leur propre logement. Et n'arrivent pas parce que aujourd'hui, acheter un bout de terrain et construire une maison, c'est pas donné à tout le monde. C'est extrêmement coûteux et là encore, il n'y a pas d'accompagnement au niveau des sociétés immobilières pour pouvoir permettre une possibilité de pouvoir en location obtenir de l'habitat comme ça se faisait à l'époque des HLM où on avait l'accès à la propriété. Et voilà, ça, je crois qu'il faut qu'on revienne à ça. Il y a squat. Il y a squat, il y a aussi tout ce problème de foncier et de 90% du foncier qui appartient à l'État et qui, derrière, quelles mesures d'urbanisme. Que faire de cette population, effectivement, qui squatte, qui est expulsée, qu'on doit reloger, car ces personnes, pour certains, ont leur papier, mais il faut qu'ils vivent un endroit. Comment faire ? Déjà, c'est ce que disait M. Prévost, il y a la loi Elan. Quand on sait qu'on a ce problème-là, on surveille son territoire. Et quand j'entends que, par exemple, à Matoury, la préfecture leur a refusé un drone pour pouvoir surveiller leur périmètre, c'est une aberration. Donc, surveiller pour qu'on agisse rapidement. Et les moyens, aujourd'hui, ont été permis par la loi Elan d'avoir un délai supplémentaire et d'intervenir. Mais il ne faut pas créer cette situation. La Matine, les gens étaient là depuis 40 ans. D'accord.
Et ce que je pourrais ajouter aussi, ça coûte beaucoup plus cher après de réformer tout ça. Parce que si effectivement cet argent qui était mis dans le cadre des ONI, ça aurait coûté moins cher si on pouvait commencer à installer ces gens de façon confortable, avec progressivement, comme on a fait des quartiers à Saint-Laurent à l'époque, la Charbonnière, on a donné aux gens faire de l'autoconstruction, trouver des procédures où les gens, avec leurs moyens, construisent eux-mêmes leur habitat. Ça permettrait à tout un chacun de pouvoir être propriétaire de son lot. Non, je voulais dire qu'il y a 2 niveaux dans cette affaire-là. Il y a un premier niveau qui est quand même régional, où, comme je dis souvent, le Premier ministre, enfin le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France, mais le premier flic de sa commune, ça reste le maire. Il est le premier magistrat, il a des fonctions d'OPJ, il peut se porter partie civile. Il y a des choses qu'il peut directement intenter. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait 40 ans que certaines personnes se sont installées sur certains territoires. La municipalité est déjà en priorité, donc ça veut dire des élus et des compatriotes auraient pu intervenir et faire ce qu'il y avait à faire. Mais maintenant, concernant l'État... Beaucoup de communes ne sont pas propriétaires de leur foncier, monsieur Totalement. Mais donc, je vais vous dire quelque chose de très, très véridique, et tous les commerçants de Cayenne pourront en témoigner. Tous les commerçants de Cayenne, du moment donné où ils mettent une petite enseigne devant leur magasin, il y a un agent de la municipalité qui prend une photo, il leur envoie une taxe sur les enseignes, et c'est quelque chose, c'est un document très chiadé de 50 pages qu'ils sont capables de pouvoir faire et de vous envoyer pour que vous payiez. Ça veut dire que quand vous êtes dans une situation régulière, on sait venir vous trouver pour vous faire payer des taxes sur des enseignes. Par contre, lorsqu'on voit quelqu'un s'installer sur son territoire, on dit alors soit on est responsable, soit on est irresponsable. C'est-à-dire c'est ma commune, je suis cayennais, si je veux pas que ma commune devienne un bidonville, je fais ce qu'il faut. Je ne m'adresse pas à l'État et à la préfecture pour dire de faire. Si l'État ne veut pas faire, moi je fais. Je suis quelqu'un de responsable. Parce que aussi du côté de l'État, il y a quelque chose qui est très clair. Je ne veux pas ici dédouaner l'État, et j'en finis rapidement. Oui. Je ne veux pas dédouaner l'État. Mais l'État, du moment donné, il voit un problème, c'est le principe du parapluie. C'est que s'ils mettent le doigt dans le problème, ils sont obligés de reloger les gens. Et comme ils savent que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de reloger les gens, ils ne peuvent pas se comporter n'importe comment. Ils préfèrent mettre la poussière sur le tapis. Et c'est ce qu'ils font souvent. Monsieur Alès Prévost. Vous aviez aussi une époque aussi où les municipalités étaient complices aussi de ces squattérisations. Souvent, les maires incitaient les gens à s'installer. On va vous régulariser. Et des privés aussi, monsieur Alès Prévost. Des privés aussi qui devenaient des marchands de sommeil. Tout à fait. Allez-y. Mais souvent, on retrouvait aussi des privés qui accaparaient et après morcelaient pour différentes personnes qui se louaient après. Tout ça, ce sont des choses qui sont claires. À la Matine, certains avaient des attestations de la mairie. On leur a dit d'aller s'installer là. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose qu'il faut gérer, ça c'est sûr. On le redit, nous, 500 frères, un squat, c'est pas... Il y a des squats, enfin, c'est pas une façon de vivre, c'est pas humain, c'est pas décent, c'est dangereux. Là, ce matin, nous étions en train d'échanger avec EDF, c'est dangereux, parce qu'entre les vols d'électricité et tout ça, les câbles, ils traînent. On a eu le mort, la personne qui est morte il y a quelques mois. Donc, il faut gérer ça, mais il faut gérer ça de manière intelligente et pas reporter le problème. Et voilà. Alors l'actualité, vous aviez aussi à l'époque aussi des mairies qui délivraient des attestations que la personne occupait depuis plus de 30 ans pour pouvoir bénéficier. Sauf qu'il y a souvent eu des vues aériennes qui disaient qu'à 30 ans, il n'y avait pas de maison là. Oui, à cette époque, la pression démographique n'était pas ce qu'elle est maintenant. Comment ça a commencé avec des complicités municipales qui ont fait qu'on est arrivé à ce stade-là. Maintenant, il faut gérer tout ça. L'actualité, c'est aussi et surtout les nombreux conflits sociaux. Tout d'abord à l'ARS, l'absence de dialogue social relevée par une intersyndicale et puis des lycées de Guyane paralysés par des mouvements de grève. On en parle juste après. Il est 12h ce jeudi quand un protocole de fin de grève est signé en préfecture entre la direction de l'Agence régionale de santé et l'intersyndicale après exactement 10 jours de grève. Un protocole qui, pour ses salariés, pose les bases même d'une nouvelle gouvernance au sein de l'ARS. Autre engagement acté par la direction de l'ARS, le recrutement d'agents afin d'atteindre le plafond d'emploi. 11 jours de mobilisation pour le lycée de Balata où s'applique un droit de retrait pour dénoncer la violence. Les rencontres avec la collectivité et le rectorat qui ont eu lieu n'ont toujours pas convaincu. Les enseignants disent être dans l'attente de réponses concrètes, voire plus adaptées à la situation. Ils restent mobilisés. Nouvelle mobilisation ce matin au lycée Félix Eboué avec des enseignants, des lycéens, étudiants et parents d'élèves qui ont répété des revendications qui s'enlisent selon eux depuis bien longtemps déjà. Les classes préparatoires et les BTS sont en première ligne. Les jeunes grévistes et leurs parents veulent des solutions pérennes et des réponses. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. La mobilisation pourrait durer compte tenu de la colère et de l'exaspération des jeunes et des enseignants. Une quarantaine d'actes de violence ont été signalés depuis la rentrée.
Les enseignants exercent leur droit de retrait après avoir jugé la situation insoutenable. Les forces de l'ordre devraient multiplier les patrouilles. Police nationale et municipale vont se relayer pour assurer une meilleure sécurité aux abords de l'établissement. Alors, on vient de voir une actualité sociale plutôt dense depuis quelques semaines. Qu'est-ce que cela vous inspire, hein? On voit que depuis quelque temps, il y a des mouvements sociaux à droite et à gauche. Il y a eu tout d'abord l'ARS où les grévistes dénonçaient un manque de dialogue social, hein, avec leur direction. Il y a eu aussi un mouvement, un droit de retrait à EDF Guyane, et surtout ces parents d'élèves qui se battent, hein, pour demander plus de moyens dans les différents lycées de Guyane. On est obligé de passer par ces mouvements, par ces grèves pour faire évoluer les choses? C'est très grave. C'est pour l'ARS. L'ARS, alors on a une grève, des collaborateurs de l'ARS, souffrance au travail, manque de dialogue social. Bon, dialogue social, ok, vraisemblablement, droit syndical, pas respecté, mais souffrance au travail, quoi. Donc, si au niveau de l'ARS, on est victime de souffrance au travail, expliquez-nous comment l'entité s'appelle Agence régionale de la santé. Expliquez-nous comment la santé en Guyane peut fonctionner. Donc, on avait un grave problème au niveau de l'ARS et excusez-moi, là, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix. La directrice de l'ARS doit démissionner, enfin, doit partir. Et c'est no-go, elle n'a pas réussi. Elle est toujours directrice, hein, de l'ARS. Oui, mais je même pense s'ils avaient que... demandé son départ, mais elle est non, toujours maintenue. mais je pense que ça va... Enfin, à un moment donné, il faut qu'effectivement, l'État prenne ses responsabilités avec ses fonctionnaires. Elle n'assure pas ce qu'il faut par rapport à l'ARS. Bon, je vais laisser... Oui, alors, monsieur Prévost, vous êtes chef d'entreprise. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez déjà subi un mouvement social? En tout cas, comment vous instaurez le dialogue social avec vos employés? Vous savez, qu'on le veuille ou non, on est des petites entreprises en Guyane. On a toujours cette volonté de faire du social. Autrement, ça ne marcherait pas, puisqu'on est dans des conditions où c'est pas aussi simple, il n'y a pas de transport urbain, beaucoup de choses ne sont plus comme avant. Et si effectivement, on parle de l'insécurité aux abords des lycées, c'est que beaucoup de parents aussi n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner leurs enfants à l'école. Donc résultat, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Quelquefois, depuis 5h du matin, ils partent de chez eux en bus, ils sont déposés à 6h devant l'école, ils sont livrés à eux-mêmes, et après le retour, c'est pas mieux non plus. Donc ça, je pense que c'est une des conséquences, qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité entre parents et enfants pour pouvoir effectivement s'auto-sécuriser. Et concernant les entreprises, là encore, c'est vrai que n'est pas patron qui veut. Vous savez, il ne faut pas faire de grandes études pour pouvoir savoir comment manœuvrer mon équipe. Moi, ça va faire 46 ans que je mène une entreprise. Croyez-moi, je n'ai jamais eu de mouvement social chez moi. J'ai des employés chez moi qui ont plus de 40 ans. Mais est-ce qu'ils sont de service. syndiqués chez vous, monsieur Prévost? Non, ils ne sont pas syndiqués, je n'ai pas de syndicat parce que je suis toujours auprès d'eux. Je réponds à leurs attentes. Vous savez, si un salarié n'est pas bien chez lui, il ne sera pas bien au travail. Donc il faut vivre un petit peu sans circuit. Et si demain il venait vous demander à être syndiqué et à créer un syndicat, vous l'accepteriez? Non, il n'aura même pas ce souhait puisque je suis toujours à son écoute. Je n'utilise pas uniquement son service. Effectivement, il m'apporte une participation pour pouvoir exécuter sa tâche, mais moi, je lui rends aussi, quand il est dans une difficulté, le retour, qui n'a rien à voir avec son activité professionnelle, parce que ça arrive, et ça, il en est reconnaissant. Et c'est pas pour autant que je suis un patron, je dirais, mou. Quand il faut taper le poing sur la table, je le tape. Sauf que si j'ai fait une erreur, ça peut arriver d'appréciation. Je saurais reconnaître en allant vers lui, excuse-moi pour ce que j'ai fait hier, il fallait te mettre un peu à ma place, moi, beaucoup de choses en même temps, donc on explose. Et ça, c'est important. Et ça, si on a ce langage avec le personnel, enfin pour moi, en ce qui me concerne, ça fonctionne. Monsieur Senbug, avant de vous passer la parole, juste une dernière question à Madame Goa sur ce sujet. On vous voit souvent, lors de mouvements sociaux, être présent. On vous appelle même pour renforcer ces mouvements sociaux. Est-ce que par moment, vous en faites pas un peu trop quant aux revendications même de ces personnes, car on peut revendiquer tout et rien pour faire une grève, et est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas cette question-là aussi? Déjà, faut savoir qu'effectivement, quand on intervient, c'est qu'on a été interpellé ou appelé. On fait de l'assistance aux victimes.
Donc est-ce que ça sous-entend pour certains que Trop Violence ou les 500 frères devraient ne pas être là pour une victime? J'ose espérer que non. J'ose espérer que c'est pas ça le but. Mais derrière, effectivement... Est-ce que toutes les causes sont bonnes à défendre? Pour l'instant, toutes les causes qu'on a défendues étaient bonnes. Pour l'instant, toutes les causes qu'on a défendues étaient bonnes. Et en fait, il faut juste comprendre qu'on s'appelle, par exemple, pour l'une des deux, on est deux entités. Trop Violence, quoi. Donc à un moment donné, il faut bien comprendre que si nous intervenons, c'est que pour nous, il y a violence et surtout, il y a presque urgence. Quand à un moment donné, on intervient pour l'ARS, vous savez, par exemple, je peux comprendre la question, l'ARS sont des collaborateurs, pour certains sont fonctionnaires, et on se dit, bon, qu'est-ce que Trop Violence fait là? Je le redis, si l'ARS va mal, comment peut aller correctement la santé en Guyane? Suzanne Bux. Non, je venais intervenir sur effectivement les problèmes de sécurité aux abords des écoles. Là encore, les écoles et collèges et autres, depuis des années, on sait qu'il y a ces soucis-là. On sait qu'il y a des techniques qui ont fonctionné par le passé, à savoir l'îlotage. Donc, c'est des choses qui sont effectivement très intéressantes qu'on a mis en pratique, qu'on sait qu'elles fonctionnent. Lorsque des forces de l'ordre sont aux abords des collèges et lycées, eh bien, on sait que souvent, cette criminalité, elle est opportuniste. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais criminels, ce sont des personnes qui sont là, le temps d'un instant. L'effet de masse, l'effet de meute fait qu'on est un peu plus courageux et qu'on va aller voler le portable et qu'on va aller frapper un tel et un tel. Et on sait qu'il y a des techniques qui fonctionnent. Donc là, encore une fois, si effectivement, souvent, moi j'ai eu affaire à certains services de gendarmerie et autres, ils m'ont dit oui, mais on n'arrive pas à s'entendre parfois entre municipalités, police nationale, gendarme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire parce qu'entre administratifs, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc là aussi, peut-être à savoir, est-ce que c'est les municipalités qui sont, comme je dis, monsieur le maire est premier flic de sa commune, premier magistrat. Est-ce que c'est peut-être à lui de prendre à bras le corps le problème et de dire écoutez, moi, je vous demande de vous déployer de telle manière, de telle sorte et autres, pour qu'effectivement on puisse assurer la sécurité aux abords des écoles. Mais c'est vrai que systématiquement, on a cette facilité de se dire que on va demander à l'État qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Bon, si écoutez, ils sont démissionnaires. Si l'État est démissionnaire, mais nous ne soyons pas irresponsables. Faisons ce que nous avons à faire, à notre niveau, à notre échelle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et sur les mouvements sociaux, quel est votre sentiment pour vous? Les revendications sont normales, logiques? Non, mais vous voyez bien qu'à l'échelle nationale comme locale, et ça c'est une mouvance qui est effectivement le climat social est délétère. Il est délétère dans l'Hexagone comme en Guyane. Effectivement, on est dans une période où tout le monde a une période morose, où effectivement... à bien des égards, vous avez une augmentation des impôts, vous avez énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, pour un moindre mal, on peut rentrer dans des situations explosives. Et la preuve, vous le voyez très bien, il y a des pompiers qui manifestent. Tous les services de l'État sont aujourd'hui en crise et tous les services de l'État manifestent. Dans l'Hexagone, ils manifestent les pompiers. On aura, je crois, aussi les policiers qui vont manifester bientôt, les services hospitaliers. Donc effectivement, on se rend bien compte qu'on est dans un service, on est dans un climat délétère. Et nous, en Guyane, où effectivement le besoin est plus criant et où les carences sont plus importantes, il est clair que nous sommes naturellement beaucoup plus touchés. Et c'est pour ça que nous arrivons dans des situations de crise comme celle-ci. Madame Gouard. Juste une précision par rapport aux propos de M. Gamal, parce que je ne vais pas réussir à dire. Pas de souci. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on a gagné des accords de Guyane, parce qu'effectivement, on va solliciter l'État, mais on sait pourquoi. C'est parce que l'État est en responsabilité sur beaucoup des sujets, surtout la sécurité. Et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est justement un petit peu plus de cohérence et un petit peu plus de travail en équipe. Aujourd'hui, sur Cayenne, il y a des équipes mixtes qui patrouillent, aussi bien gendarmerie que police nationale, police municipale. On est dans des réunions, puisqu'on est référent du pôle sécurité-justice, on est dans des réunions où, en fait, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de coopération et d'organisation, puisque l'un des points des accords de Guyane que nous portions, c'était aussi d'avoir quelqu'un qui coordonne tout ça et qui discute pour qu'on ait des actions cohérentes. On n'est pas encore arrivé à 100% de ce qu'on voulait, mais en tout cas, des actions cohérentes sur le territoire qui, à un moment donné, les barrages Irakubo fixes ne sont pas efficaces. On met des barrages volants, et dans ces barrages volants, on a la douane, on a la PAF, on a la gendarmerie, et tous ces services-là travaillent ensemble. Ça, ils ont commencé doucement en 2018, et c'est là où je dis où l'État ne va pas jusqu'au bout, en fait, de ce qu'ils ont à faire sur des simples actions, des actions simples. Donc, il y a aussi une volonté de ne pas vouloir régler certains problèmes. Alors, nous allons aborder maintenant le troisième et ultime thème, le débat statutaire.
Je crois que c'est un débat qui anime la classe politique et même la société civile guyanaise déjà depuis quelques années et qui oppose, et on le voit régulièrement, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et le Front pour un changement statutaire qui regroupe, on le rappelle, une dizaine de partis politiques, collectifs et syndicats. On a l'impression qu'entre ces deux partis, le fossé est en train de se creuser. Je vous poserai la question dans quelques instants. Yvan Gouarkar, vous êtes à travers le Front, l'une des porte-paroles pour un changement statutaire. Mais tout d'abord, M. Ernest Prévost, vous êtes un chef d'entreprise depuis une cinquantaine d'années. Vous êtes à la tête de la seule distillerie de Guyane. Il y a une quarantaine d'années, on avait à peu près 17. Vous parlez souvent d'habilitation que vous ne pouvez pas avoir pour rayonner à l'extérieur. Est-ce que le changement statutaire reste pour vous, en tant que chef d'entreprise, une priorité? Pour moi, si vous voulez, ce n'est pas la principale priorité. C'est vrai qu'il va falloir revoir les choses, parce que quand on voit tout cet argent qui est mis dans le département, qui pour moi est mal utilisé, quand on voit toutes les formations qui sont faites et qu'on ne retrouve pas du personnel compétent pour pouvoir développer nos entreprises, on se pose beaucoup de questions. Et ça n'a rien à voir vraiment avec le statut. Le statut, pour moi, comme disait si bien notre sénateur défunt et président régional, Georges Othily, mon parti, c'est la Guyane. Je serais, je dirais, plus nationaliste qu'indépendantiste. Parce que je crois qu'on a ce qu'il faut, on a un territoire, on a des possibilités. Ce qu'il faut, c'est que les choses changent et qu'on ait suffisamment de solidarité entre nous plutôt que de se battre à dire « moi je veux ça, je veux ça ». De toute façon, on n'aura jamais une vision globale pour tout à chacun. Mais il faut arriver à ce que l'essentiel soit préservé. On n'arrive pas à exploiter le bois dans de bonnes conditions, on n'arrive pas à pêcher dans de bonnes conditions, on n'arrive pas à exploiter la mine dans de bonnes conditions, on n'arrive pas à développer l'agriculture. Est-ce que ce n'est pas le système actuel qui bloque et qui empêche ce que vous êtes en train de dire ? Je ne pense pas, parce que quand on a vu par exemple le plan vert, il y a eu de l'argent qui a été investi, sauf qu'on a voulu aller trop vite avec des gens qui n'avaient aucune connaissance de la Guyane, dans des endroits complètement isolés. On n'a pas pensé à tout cela. Et si bien qu'on a encore un exemple, regardez encore, on crée un hôpital à Saint-Laurent, du fait de la forte natalité. Cet hôpital, on ne prévoit pas de logement pour toutes ces personnes. J'ai l'impression qu'on travaille à l'envers. Et ça, on a des élus qui participent à tout ça. On a créé l'hôpital, c'est bien, mais il fallait penser au logement. Il fallait penser à tout ça. Même si on sait qu'il fallait faire venir des infirmières, des infirmiers, des médecins, mais il faut leur donner des moyens décents d'habiter. Et ça, je crois que les choses ne sont pas suffisamment partagées ensemble. S'il y avait un dialogue entre nous, je pense que c'est le principal. Et pour l'instant, ce dialogue, on n'arrive pas à le créer. Quand on aura cette entente globale de tout un chacun, je crois qu'on pourra avancer. On pourra effectivement discuter de notre indépendance là-dessus. Moi, je suis très favorable, je vous dis, je suis plus nationaliste qu'autre chose. Mais avec des gens qui s'engagent. Parce qu'en fin de compte, on veut tout, mais sans pour autant se relever les manches et se dire on y va et on se prive. Alors, Madame Goua, comment vous pouvez rassurer M. Ernest Prévost, qui veut du changement, mais qui nous confirme que le changement de statut n'est pas la panacée? En fait, je comprends ses craintes et ça va être... c'est pour ça qu'on a commencé aussi des sensibilisations, d'informations dans les quartiers, parce que, en fait, c'est une crainte au travers et de par les acteurs qu'on a aujourd'hui aux commandes du pays. Et on voit bien, derrière, on voit bien aujourd'hui, derrière le fonctionnement, on a travaillé 8 mois sur un projet d'évolution statutaire où tout le monde a participé. Et aujourd'hui, on apprend à la fin que la majorité, du coup, qui est minoritaire dans la commission projet d'évolution statutaire, dit « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas le projet d'évolution statutaire, j'y vais pas, je choisis ma loi Guyane ». Mais c'est une aberration. Tu as travaillé 8 mois avec une équipe, tu as participé aux travaux et arrivé au jour J... Là, vous pointez du doigt le président de la CTG. Hein. Le président, mais les équipes. Et je comprends du coup ce monsieur-là qui, justement, le monsieur dit, finalement, monsieur, en fait, l'argent, les formations, l'hôpital de Saint-Laurent, tout ça sont des bons exemples, malheureusement, pour dire qu'il faut aller vers l'évolution statutaire, mais ne pas avoir peur des hommes qui seront ou qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est un outil, l'évolution statutaire.
C'est un outil dont doit se saisir, vous, moi, la population, pour justement faire en sorte que les hommes qui sont aux commandes, demain, fassent le travail correctement. Parce que l'hôpital, je ne suis pas sûre que même si nous nous entendions entre nous, que les moyens auraient été mis pour que, justement, logement, tout ça. Ça, par exemple, aujourd'hui, à Saint-Laurent, on prévoit un tribunal et une prison. Nous avons été obligés, nous, collectifs, de dire vous ne nous faites pas le même coup que d'habitude. Vous allez nous mettre des logements à côté. Monsieur Senbux, oui. Oui, non, je veux dire qu'effectivement, j'ai un peu la même position que M. Ernest Prévost. Ça veut dire qu'on est en train de nous faire croire que l'alpha et l'oméga de toute l'évolution et tout le développement de la Guyane sera forcément à travers le 74. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, ce n'est pas l'outil qui fait le peintre. C'est qu'à un moment donné, un petit peu comme disait Mme Goua, si effectivement les hommes qui sont actuellement là ne sont pas en compétence, eh bien ça sera compliqué. C'est-à-dire que 73 comme 74, ils n'y arriveront pas. Maintenant, il y a une réalité aussi. Vous savez, ça fait à peu près 30 ans qu'il y a eu la première décentralisation, deuxième décentralisation et autres. Je prends juste un exemple très simple, l'instruction des permis de construire. Première décentralisation, on dit aux municipalités, maintenant, vous êtes en compétence, vous pouvez instruire un permis de construire et vous avez le droit de décider, de donner l'autorisation de construire un bâtiment qui ne respecterait pas nos normes à nous, nos normes de l'État français, à condition de prendre la responsabilité. Ça veut dire que si demain matin ça pète, c'est vous qui êtes responsable. Qu'est-ce qui se passe? Tous les services des municipalités de toutes les communes attendent la décision de la DEAL, qui est consultatif. C'est-à-dire que la DEAL, effectivement, on lui envoie le dossier. Si elle répond défavorablement, toutes les municipalités, suivent la décision de la DEAL. Elles ont le droit, si elles le souhaitent, de répondre positivement et de dire effectivement la DEAL, à titre consultatif, a été consultée, elle a répondu défavorablement, nous on dit oui. Donc on a déjà une possibilité d'aménager un certain nombre de choses. Secondo, même au niveau de la CTG, l'article 73 en l'état nous permet de demander des habilitations. La Martinique a demandé des habilitations sur les transports qui lui permettent aujourd'hui de régir ces transports. La Guadeloupe, je crois, c'est sur l'enseignement. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans notre discours... Même le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, qui avait défendu le 73, constate que cet article ne va pas aussi loin qu'il le pensait. Il parle même de 74 maintenant. Totalement. Je ne dis pas effectivement que le 73 non plus, il va régler tous nos problèmes, mais je ne crois pas qu'en l'état, le 73 soit le frein. Je pense qu'en l'état, vous savez, chaque année, lorsque la dernière fois, il y a l'inspecteur d'une commission européenne d'attribution des fonds européens qui est venu en Guyane, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Ce monsieur nous expliquait qu'il ne comprend pas pourquoi, en Guyane, nous n'utilisons pas la totalité des fonds qui sont mis à notre disposition. Il faut savoir que lorsque nous n'utilisons pas les fonds, qu'est-ce qui se passe chaque année? Vous avez à Nantes, à Bordeaux, à Reims, partout, des personnes qui disent non, donnez-nous plus de fonds européens. Si eux, ils ne savent pas utiliser les fonds européens, nous, on sera les utiliser. Et systématiquement, qu'est-ce qu'on fait? On a des services d'instruction qui, effectivement, balaient certains dossiers parce que la couleur de la couverture n'était pas conforme, elle ne respectait pas le cahier des charges. Il y a un moment donné, on ne peut pas avoir énormément d'argent qui rentre dans notre territoire et qui n'est pas forcément utilisé. Vous entendez ce que dit M. Zenbuck, Mme Goua? Quand vous faites un peu de pédagogie, vous vous déplacez en commune. Est-ce que ces personnes-là vous... Bien sûr, on échange. Et du coup, j'aimerais dire que l'évolution statutaire, pour l'instant, n'a pas d'article. Donc, il ne faut pas cantonner ça au 74. C'est de se dire, le travail qui a été fait, c'est de se dire qu'avec aussi bien la CCI, que le MEDEF, que l'agriculture, la pêche, enfin bref, toutes les instances du pays, de se dire, voilà, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de développer une activité? Donc c'est très concret. On n'est pas sur du fictif. Et donc voilà, après là, est-ce qu'il faut du réglementaire? Et c'est avec ces personnes-là que derrière on a discuté et qu'on s'est dit, il faut une évolution statutaire pour pouvoir débloquer la situation. Je suis d'accord. Il faut arrêter, il ne faut pas dire que l'évolution statutaire va régler tous les problèmes de la Guyane. C'est pas ce qui est dit. L'évolution statutaire ne va pas régler tous les problèmes de la Guyane. C'est pas le but. Et je me permettre de prendre un exemple très concret. Vous savez très bien que M. Daniel Gibbs, qui est à Saint-Martin, est un élu Les Républicains. M. Daniel Gibbs, il a été l'un des hommes de droite qui a été pro-74. Donc à l'époque, il vient d'être mis en examen. Oui, justement. Bon, c'est bon. Enfin, vous faites référence à sa mise en examen. Bon, c'est comme ça. Non, mais je veux vous dire que c'est l'actualité. Voilà, c'est l'actualité. C'est l'actualité, oui. Je veux dire que c'est un des rares hommes de droite qui était pro-74, qui a mené en Outre-mer, en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Il est parti avec quelques élus de droite et il a mené la bataille pour le 74. Et ben, je vais vous dire un truc. Lorsqu'effectivement il a vécu un ouragan, il était très embêté d'être en 74. Parce que lorsque mais il n'avait pas prévu l'ouragan, monsieur. Il n'avait peut-être pas prévu l'ouragan. Mais je vais vous dire que quand vous êtes en 73, vous avez un accompagnement de l'État qui est certain.
parce que de toute façon, justement, ils sont en responsabilité, donc ils sont obligés de faire. Par contre, le jour où vous arrivez en 74, il vous arrive une bricole, vous êtes 100% responsable. Alors à ce moment donné, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut. C'est un exemple. Aujourd'hui... Et pour finir sur ça, Daniel Gibbs avait oublié que ce n'était pas Saint-Barthélemy, parce que lui, il est à Saint-Martin, donc il a effectivement des populations très riches, mais il a aussi énormément de populations très pauvres. Saint-Barthélemy n'a que des populations très riches. Donc le 74 est très intéressant dans un contexte où on n'a que des populations riches. Quand on a des populations qui sont en situation de fragilité, 74, c'est un faux débat en fait. Moi je ne parle pas de 74, je parle d'évolution statutaire. Et derrière en fait, juste un exemple, la centrale dont on a besoin pour l'électricité. Ce matin, je vous disais, avec EDF. Donc la centrale aujourd'hui, ce projet qui existe, et soi-disant qu'on a de l'argent qui repart et que soi-disant il n'y a pas de projet, il y a des projets. Après, comme on disait, peut-être qu'il faut accompagner certaines collectivités qui n'arrivent pas à formaliser. Donc derrière, la centrale est bloquée parce que le gouvernement, les ministères ne veulent pas que ça se fasse parce que, voilà. Alors, force est de constater que le débat reste entier et qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Moi, je pense aussi qu'il y a une grosse frilosité aussi des élus, ne serait-ce que les élus municipaux, parce que de plus en plus, on les voit qui sont poursuivis pour des malfaçons, pour des choses qui ne vont pas. Et on le voit avec ces regroupements de communautés, souvent ils n'arrivent pas à s'entendre. Et on le voit, et après les entreprises en pâtissent parce qu'elles n'arrivent pas à se faire payer en temps et en heure. Elles ont soumissionné à des marchés et les collectivités n'ont pas les moyens de pouvoir justifier leur financement. Et après, c'est l'entreprise qui paie les pots cassés. Merci, monsieur Ernest Prévost. On entame la dernière partie de cette émission. Alors, des citoyens ont souhaité vous poser, chacun d'entre vous, une question. On commence par vous, Madame Goua. Nous écoutons la question de ce citoyen et vous lui répondrez juste après. Je voudrais poser une question à Yvan Goua. En fait, la question, c'est où est-ce qu'elle trouve cette force et ce courage pour le combat qu'elle mène pour le pays, en fait. Comment qu'elle fait pour se lever tous les matins et être au combat comme ça? Moi, je voudrais qu'elle me donne le secret. Une réponse rapide. Ça va être rapide. L'amour de mon pays, vraiment l'amour de mon pays. Et vraiment, depuis 2017, nous ne serons plus jamais les mêmes. Donc moi, mon ambition, c'est de ne pas laisser, comme certains veulent faire croire, que 2017 n'a rien donné, 2017, les accords de Guyane, je ne sais pas quoi. Non, on a éveillé les consciences, on a des outils, on a des choses qu'il faut continuer, le combat continue. Et derrière, voilà, j'ai lâché l'Hexagone pour rentrer en Guyane, pour me battre pour mon pays, et parce que je l'aime et j'ai envie que ça change. Une question maintenant au chef d'entreprise, président donc, des petites et moyennes industries, Monsieur Ernest Prévost. Donc j'aurais voulu poser une question à Monsieur Ernest Prévost, lui disant comment ça se fait que 50 ans après, il y a toujours qu'une romerie. Comment peut-il expliquer ça? Mais écoutez, c'est pas compliqué. On le voit, toutes les familles qui ont eu du patrimoine en Guyane, elles ont toutes disparu. Pourquoi? Parce qu'à la mort d'un leader familial, la famille explose. Et ce qui fait c'est que chacun veut bénéficier du travail qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est le gros site de la Guyane. Quand je vois encore, très récemment encore, une entreprise telle que NG Consia est bradée en ce moment pour des intérêts de capitaux venant de l'extérieur, ça me fait mal. Et moi, croyez-moi, je me suis battu pour que, après le décès de mon père, j'avais que 17 ans, je me suis arrêté pour pouvoir poursuivre à 20 ans. Mais pour pouvoir poursuivre la continuité de cette entreprise. Et j'ai été confronté, justement, après cet éclatement familial, à des difficultés, et je n'ai pas hésité, 13 ans de participation à la société familiale, de m'excentrer à Saint-Laurent pendant maintenant 33 ans, pour pouvoir sortir ce qui est là. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple. Si je n'avais pas un entourage et je dirais une équipe qui m'a soutenu, je ne serais pas là aujourd'hui. Et croyez-moi, ça a été vraiment pour moi un combat, mais ça n'a pas été facile. Et je crois que si on veut gagner, comme disait Madame Goua, il faut se battre. Et moi, j'ai l'amour de mon pays et je dirais que sauver la distillerie, c'est une réussite personnelle, mais c'est aussi une réussite pour la Guyane, parce que ça fait partie du patrimoine. Et je suis très fier en ce moment de voir qu'il y a une conscience guyanaise de plus en plus qui fait qu'on exige de plus en plus le produit local. Et les MPI ont prévu effectivement au mois de décembre un salon qui s'appellera on aura l'occasion effectivement Guyane. Et j'espère qu'on aura beaucoup de petits producteurs qui ont la volonté de faire manger local,
peut-être plus cher, c'est vrai, mais avec de la qualité. Voilà, plutôt que de vouloir nous faire importer des produits de bas de gamme et qui sont aussi chers pour une qualité moindre. Merci, Monsieur Prévost. Une dernière question donc, dans cette émission posée à Gamal Ozenbuks. Bonsoir, Monsieur Ozenbuks. J'ai une question à vous poser. Vous semblez être le renouveau de la droite en Guyane. Quel est le poids de la droite en Guyane? Et est-ce que vous représentez la droite la plus réactionnaire qui a existé vers les années 60 et autres? Donc, on aurait aimé vous entendre parce que la droite est inaudible. Droite inaudible. Alors, la question est posée, M. Ozenbuks. Comme vous le savez, sur le territoire de la Guyane, ces dernières années, nous avons fait des alliances qui ont parfois été victorieuses, parfois pas forcément. Effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une implosion des partis en général. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que certains, aujourd'hui, dans ce déclassement, sont en train de retrouver leur place. Vous voyez que certains leaders des mouvements sociaux ont dit pendant longtemps que les partis, c'était nul, la politique, c'était nul, de ne pas voter, c'était nul. Aujourd'hui, ils montent des partis politiques. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, le parti politique et toutes les grandes démocraties sont faits sur une bipolarisation de la vie politique, avec une droite, avec une gauche. Aujourd'hui, en Guyane, on est rentré dans une phase, avant l'Hexagone, on est rentré dans une phase en Guyane où on a dit non, nous, on veut des factions politiques. Des factions politiques, c'est qu'on se réunit autour d'hommes, le temps d'un instant, pas forcément autour des idées, pour gagner. Et de toute façon, les convictions, on les met un peu de côté. Vous voyez que les Républicains, la droite comme la gauche, sont rentrés dans des périodes de crise. Il y a eu la période du déclassement, il y aura la période du reclassement. Nous ne sommes pas forcément... Et là, vous êtes dans quelle période, là, maintenant? Là, on sera naturel. C'est les élections qui donnent le là. Ça veut Donc dire vous serez au municipal de 2020? Enfin, le parti en lui-même, oui, il va mener... Vous alliez dire personnellement, là. Excuse-moi? Vous alliez dire personnellement. Personnellement? Oui. Non, je n'ai pas encore défini quelle sera ma trajectoire personnelle. Le parti, effectivement, sera présent avec des alliances et autres. Et vous savez, dans cette période de reclassement, c'est uniquement la victoire qui dit que si vous êtes reclassé ou vous n'êtes pas reclassé, c'est le victorieux qui a raison. Ce n'est pas forcément celui qui perd. Donc, on saura si on est reclassé une fois que les victoires seront au rendez-vous. Merci Gamal Ozenbuks, merci Ivan Goua et M. Ernest Prévost d'avoir été les parrains de cette première émission Débat 973. Merci à vous, chers téléspectateurs, et on se retrouve le mois prochain. Excellente soirée sur l'antenne de Guyane la Première. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.